Pour moi, ça a toujours été un plaisir que d'être lesbienne. Tout le monde est lesbienne, Marina. I wanna be a lesbian. Moi, je dis qu'une lesbienne qui ne réinvente pas le monde est une lesbienne en voie de disparition. Aujourd'hui, au 26 rue des Lesbiennes, nous sommes encore dans le Lot-et-Garonne. Laissez-vous porter par l'univers sonore de Rosemary et Daniel, qui n'avaient pas fini de tout nous raconter. Ounet! Le communisme en action. Faut que tout le monde mange. Tu fais l'eau, tu fais le grain? Le grain, je l'ai fait ce matin. D'accord. Là, ils ont pondu ça déjà. Avec les bêtes, on apprend tout le temps. Mine de rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Tout le temps, on apprend. 9. Et à condition de Compliqué, hein? prendre le temps et de bien écouter, de bien observer, d'être tranquille, de tranquillité intérieure. Viens. Allez, viens. Faut leur donner du temps. Tu vas voir, tu vas pas le regretter. Leur temps n'est pas le nôtre. La plus belle chose qui m'a été donnée de vivre, c'est ce qu'on a vécu grâce à Frône, toutes les trois. D'abord, Sylvaine était une personne très extraordinaire. Siloub, on l'appelait. Siloub. Ouais, Vous savez pourquoi on l'appelait Siloub? Parce qu'en fait, elle se donnait des allures de loubarbe quand on l'a connue un peu. C'est un petit délinquant, quoi. Un loupard, ah oui, c'est Un petit délinquant, quoi. voyou, on va dire, puisqu'on parle de Sylvaine, très jolie. Elle était punkette, on l'appelait la punkette. Hein, c'était le crâne pratiquement presque rasé. Sylvaine, elle était plus jeune que nous. Eh ben oui, C'est important. Sylvaine, elle était née en 50, donc elle avait 11 ans de moins que moi. Elle était une contestation, sous son aspect comme ça, assez apparemment gentillette, c'était une contestation vivante. Elle est arrivée avec des bouquins carrément radicaux, des féministes américaines. Son répertoire de disques, de musique et tout ça n'était pas du tout le même que nous, par exemple. Comment elle s'appelle Nina Hagen. Elle était très avant-gardiste. Elle connaissait très bien Laura Adler. Vous la connaissez, Gina Pan, non? C'était une nana quand même à l'époque qui bouleversait un peu les idées reçues. Très Elle féministe. travaillait avec le sang, elle travaillait sur les femmes nues, Le sang menstruel. des règles, enfin un truc, une grande artiste. Hein. Oui, oui. Par contre, sur le plan affectif, Oui, je t'écoute. moi j'ai eu beaucoup de mal. C'est pas beaucoup de mal, c'est énormément. C'est-à-dire que, de mal. juste pour une chose, Non pas pour la rencontre. Alors, je vais mais vous pour dire le juste fait une que chose. Rosemary rencontre quelqu'un. ça s'est passé comme ça. Un jour, je suis allée à la grange, il y avait Sylvaine qui était, ou je sais pas, enfin on est descendu, et là on s'est embrassés. Et quand je suis revenue, je t'ai dit, j'ai embrassé Sylvaine. Oui, tu m'as pas caché quoi que ce soit, mais... Moi, je n'ai jamais pu mentir. Jamais. Je ne peux pas. Ça rejoint ce que je vous ai dit l'autre jour. C'est même ne pas dire. Ne pas dire. C'est vraiment... Nous, ça faisait 10 ans qu'on se connaissait, qu'on vivait ensemble avec Rosemary. Bon, moi, le choc, là, il a été... Ouais, ça a été énorme parce qu'on savait pas comment vivre ça. C'était un volcan. On savait pas comment... Un séisme, d'ailleurs. On savait... Enfin, moi, je savais qu'il y avait à vivre, mais je ne savais pas comment. Et moi, je tenais à toi d'une façon absolument totale. Donc, ça nous a fait avancer dans ce que nous, on était déjà. Peut-être je pourrais même dire c'est la plus merveilleuse chose que j'ai vécue finalement. Le couple te rétrécit. Pour moi, c'est ce que je pense. Il a fallu du temps. Bon, j'ai souffert, j'ai crevé, Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est... je suis pas guérie d'ailleurs. Et quand j'y pense, je peux encore pleurer. Mais c'est la plus merveilleuse chose qu'on ait vécue, on peut dire. Autant on n'a pas du tout de difficulté, si tu veux, à dire qu'au contraire qu'on a vécu à trois, on en est même plutôt fiers. C'est pas parce qu'on en a honte du tout, au contraire. C'est une chose très difficile qu'on a faite. On peut en parler librement, mais qu'on nous pose des questions, qu'on se sente obligé de mettre les points sur les i, on n'a pas besoin. C'est pas...
Moi, je ne vais pas demander aux gens. Alors si, une fois, j'ai pris le mot aux dents avec la directrice de la CMPP ici, qui m'a dit et alors, comment ça se passe entre vous au niveau de nanana. Je l'ai regardé dans les yeux comme ça, puis je lui ai dit, je vous demande combien de fois vous vous baisez avec votre mari, toi? Et comment? Vous êtes bien? C'est très bien, ça va, c'est bien. Moi, je suis bien. Je suis bien dans ce que je vis. C'est tout. Voilà, on, 3 femmes, on vit ensemble. Le reste, ce qui se passe sous la couette, ça ne vous regarde pas. Il y a quelque chose, il y a des choses à laquelle on ne touche pas. Là, on vous parle un peu, mais on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on vous dit. L'intime, c'est très, très important. Parce que je crois que c'est à la fois ce qui nous fait rencontrer. On ne pourrait en parler qu'avec des paroles inexactes. Et puis il faut le garder, ça, cette espèce de petit truc que chacun en soi. Donc Sylvaine, elle est venue habiter ici en 81. Et puis après, on a vécu jusqu'en 2004, comme ça. Elle toussait. Et je préviens, c'est dur, ce que je vais raconter. Et puis elle a été hospitalisée, comment ça s'appelle? Carcinome pulmonaire XXX, enfin 3 croix à côté, urgent, enfin, etc., etc. Alors Sylvaine me dit, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, c'est un cancer. Après, le tout bébé est arrivé. Vous croyez qu'il nous a fait rentrer dans son bureau? Sur le pas de la porte. Dans le couloir. Dans le couloir. Alors on a dit, fini ici. À Cornet-Barrieuse est homophobe. Et ça a été... elle a été opérée, on lui a retiré un poumon. Et puis elle s'est battue. Elle s'est battue pendant 2 ans. Voilà. Jusqu'à temps ce qu'on vous a dit là. En fait, on peut dire on s'est battus toutes les 3 ensemble. Je parle, elle s'est battue. Sûr, beaucoup. Mais on n'a jamais été. On n'a jamais été séparés là, dans ces 2 ans-là. Quand Sylvaine était à l'hôpital là-bas, qu'elle ne pouvait plus lire non plus, enfin, etc. À un moment, je lui ai lu, pas longtemps avant qu'elle ne meure, La Centaine d'amour. C'est des poèmes du Moyen-Âge. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit, quand elle est morte, je me suis dit, je t'écrirai 300 textes. Je crois que je suis à 280 textes. J'ai dit, on peut imaginer que tu es là quelque part. On ne sait pas où. D'ailleurs, c'est sûr qu'elle est quelque part, puisqu'elle est en nous. Et j'ai dit, le baiser de l'âme, il faudra l'inventer. Mais est-il plus doux qu'un baiser de tes lèvres? C'est pas sûr. Et si tout ceci n'existe pas, folie pour folie, autant croire à la poésie. Moi, à partir de mes textes de douleur et de la façon dont cette douleur évoluait, je me dis, mais dans quel état j'étais Pour écrire tout ça, pour avoir écrit tout ça. Et toi, les dessins que tu faisais, les montages et les trucs que tu faisais... Ça fait partie des plus belles choses de la vie, oui. On a eu... Le fait de pouvoir, par exemple, avoir travaillé ensemble, je parle des livres pour Sylvaine, mais pas seulement, je peux donner tous les trésors du monde pour ça. Qu'est-ce qui tient cette vie? En fait, c'est l'amour, il n'y a rien d'autre. C'est plutôt bien, cette épreuve, c'est des trucs... Ça veut dire, l'amour existe, mes chers. Hein. Mes chères petites, l'amour existe, je vous jure. On en est la preuve encore vivante. On fait un saut au grenier, en vitesse? Ne cassez pas la figure avec le tapis. Moi aussi, j'ai passé le temps. C'est nous qui avons mis tous les tissus pour éviter qu'il y ait trop de poussière qui tombe et de feuilles. Il y en a encore, mais bon. Moins. Voilà le grenier. Le premier grenier. Les chapeaux, regarde. Chapeau de Sylvaine, qu'elle s'est fait fabriquer. Chapeau de Froune. Chapeau. J'ai ma grand-mère. Il y a plein d'habits là aussi. De quoi? Des habits, tu sais, les petits corsages et tout. Et c'est en face des déguisements. Les canotiers, les nains. Toutes sortes de chapeaux. Comment c'est la chanson Les vieilles de notre pays ne sont pas... Hein, les autres? Pardon? Les vieilles de notre pays ne sont pas des vieilles moroses. Des choses oui, comme je la ça. connais pas bien. Ah, tu la connais pas?
Petite, j'avais énormément de rêves. De rêves, de vie, oui. Quand je serai grande, je ferai pas ça. Quand je serai grande, je ferai ça. J'en ai tout le temps, d'ailleurs. Ma grand-mère, elle m'a sauvé la vie, en fait. Je pense que je serais devenue folle si j'avais pas eu ma grand-mère. Mon père, il était alcoolique. Il était buveur, disons, au départ. Après, il est devenu alcoolique. Il jouait, il aimait ses copains. Il était ouvrier. À l'époque, il était ajusteur. Ma mère... ça n'a pas marché, si tu veux. L'enfant n'a pas marché. Voilà, ça a été un encombrement. Donc, j'étais tout le temps en vacances chez ma grand-mère. Moi, j'adorais ça. Parce que j'avais un petit morceau de jardin, j'avais des petits outils, j'avais des sabots, j'avais une brouette que ma grand-mère m'avait fait faire. Enfin, et ma grand-mère me laissait faire tout ce que je voulais. Mais je ne faisais pas de caprice puisque je pouvais faire tout ce que je voulais. Et tous les soirs, il y avait des petites images religieuses comme ça au mur. Et je lui lisais, elle ne voyait pas clair, je lui lisais les prières. On se plantait à la lampe à pétrole. Et je lisais toutes ces prières à chaque saint comme ça. Et c'était magique. J'allais à la messe, je chantais en latin, je ne sais pas ce que je chantais. J'écoutais pas ce que disait le curé. Mais les chantres, avec leurs grandes robes, les dorures, les apparats, les choses comme ça. Moi, mon imaginaire, il est né là, en fait. Il est né dans ce monde-là. Ce qui m'a porté, c'est le groupe, toujours. Moi, comme je me vivais sans parents. J'étais sans famille, déjà. Voilà. Après, j'étais à l'école. Alors, l'école, ça m'a sauvée. J'étais gauchère contrariée, mais enfin, quand même, ça fait rien. Je me suis débrouillée. L'école, c'était... Là, tu es toi. Et où vraiment j'ai pris mon essor, moi, c'est quand je suis rentrée en 6e. La littérature est arrivée. Ça, c'était énorme pour moi. Je lisais 200 bouquins par an, moi. 200 bouquins par an, je mens pas. Je faisais que ça. C'était mes amis. Ils sont là. Il y en a qui seront là encore. De vieux livres. C'est des amis. Là-haut, c'est des tas d'amis. Madame Veil nous avait appris à faire des fiches. Elle nous avait dit quand vous trouvez quelque chose qui vous plaît, surtout, notez-le. C'est irremplaçable, quoi. Ça a toute la valeur du monde et ça n'a pas de valeur. Et on était à 1,2 km de la mer, et on allait à la mer quand même tous les jours. Mon chapelet, elle le prenait tout le temps, et elle disait « ni té, ni mé, ni mé, ni té, ni té, ni mé, ni mé, ni té ». En fait, c'était ni toi, ni moi, ni toi. Mais c'était en patois, normand. Moi, je mangeais en entendant ça. Elle m'achetait des livres au début de la saison, quand j'arrivais. Un chapeau de soleil, des espadrilles, 3 ou 4 livres que je choisissais, un chapelet, tous les ans. Et on allait acheter des gâteaux. Elle s'achetait ses gâteaux, moi les miens. Et je lisais pendant 2 jours tous les livres. Si bien qu'au bout de 2 jours, 3 jours, j'avais plus de livres. Ah, c'était la vie en Normandie, chez ma grand-mère. Et j'avais pas mes parents, j'avais pas ma mère, surtout, sur le dos. Ah. Et je dessinais tout le temps. Toute petite. Très petite. Des livres de coloriage qui étaient difficiles. Je dessinais tout le temps. J'avais eu un très bel album de coloriage. À la fin, il y avait des faisans. Et les faisans, c'était très difficile à faire, j'étais petite. Et j'avais commencé avec un pinceau très fin. Et un jour où j'étais à l'école, mon père l'a fait, le faisan. Il l'a peint. Je crois que j'aurais pu lui arracher les yeux ce jour-là. Il m'a fait mon dessin que j'attendais, enfin que je voulais faire. Hein? En CM2, on avait dit réunion de famille. Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Eh ben, je voudrais être maîtresse d'école ou docteur. Ah non, docteur, non, c'est trop cher. C'est trop cher, c'est trop long. Maîtresse d'école. Et après, réunion de famille. Rosette va être institutrice. On s'est renseigné, il faut faire l'école normale. C'est des études au moins jusqu'à 18-20 ans. Alors, donc j'ai fait l'école normale. Heureusement, j'ai rencontré l'amour. Voilà. Ça, c'était mon enfance. C'était dur. Mais mon père, c'était trop dur avec mon père.
J'ai des cicatrices partout sur le corps. Non pas qu'il m'ait fait lui, mais il trouvait toujours un moyen, si tu veux, pour trouver qu'on m'ouvre un peu quelque chose. J'ai une cicatrice ici parce qu'il m'a fait une piqûre qui ne devait pas être faite comme elle. Il était infirmier après, il avait fait des études. Ici, au ventre, là, j'ai une cicatrice comme ça parce qu'il a décidé qu'il fallait m'opérer d'une certaine façon. Enfin, il s'est mis en cheville avec les chirurgiens. C'est pour ça que les mecs, tu sais, les hommes de pouvoir. Putain. J'ai une cicatrice ici, à cause de lui. J'ai des tas de trucs comme ça. C'était pas lui qui tenait le bistouri, jamais. Non. Et quand il pouvait me faire mal, il me faisait mal, quoi. C'était comme ça. Voilà. Et en plus, je les aimais pas. Très vite, j'ai su que je les aimais pas non plus. J'ai su aussi qu'ils ne s'aimaient pas. Ça, je l'ai su très, très vite. Et puis, j'ai su que je les aimais pas. Je les ai trouvés laids, mes parents. Vraiment laids dans leur façon de penser. Ils trouvaient tout moche chez les gens. Ils trouvaient tout moche chez les gens. Et ça, je ne pouvais pas le supporter. Juste, je veux dire ça. Mes parents, je les ai toujours trouvés très laids, toutes petites. T'aimes mieux ton père ou ta mère? Ni l'un ni l'autre. Ça, les copines. Mais c'était vrai en plus, hein. Je n'aimais ni l'un ni l'autre. Je les ai toujours trouvés moches comme tout. Je trouvais qu'ils étaient vieux. J'osais jamais. Si ma mère venait me chercher à l'école par hasard, je faisais tout pour pas que mes copines la voient. Des trucs comme ça. Des claques pour rien. Je savais pas pourquoi. Des fois, je ne savais pas pourquoi je prenais une claque. Alors, j'insiste beaucoup. J'ai pas été maltraitée. J'ai été soignée, j'ai été nourrie, j'ai été habillée. La mère couturière aussi, les habits. Mais il y avait une brutalité psychologique, en fait. On ne pouvait pas se supporter ni l'une ni l'autre. Parce qu'au début, j'étais petite. Et après, on m'a donné tellement de médicaments que j'ai grandi. Moi, j'ai été réglée à 16 ans. Et j'ai grandi à ce moment-là. J'ai plus jamais été malade après. Et alors, j'aurais voulu une grande fille. T'as les cheveux raides. J'aurais voulu qu'elle soit frisée. T'as pas de sein. T'as pas de taille. Tes jambes, c'est des poteaux. Je veux dire, tu comprends, des fois, c'est un peu trop. Quand j'ai eu 30 ans, je lui ai écrit une lettre de 30 pages. Je regrette un peu. Mais je lui ai dit tout ce qu'elle m'avait dit, tout ce qu'elle m'avait fait. Pourquoi, tout ça, pourquoi C'est pas vrai, en plus, j'ai pas les jambes comme des poteaux. Ça te tue, ça te tue. Elle n'a pas fait exprès. Elle avait été battue aussi, alors... Je voulais pas être comme eux. Et je leur avais dit en 6e, je ne serai jamais comme vous. Je ne serai jamais comme vous. Quand on partira quelque part, je me débrouillais toujours. Si on prenait le métro, par exemple, je me mettais à l'autre bout du wagon pour pas être prise pour leur fille. Enfin, plus loin, quoi. Je les ai... Et heureusement que j'ai fait ça. Voilà. C'est lourd, hein? C'est épais, hein? Mais on s'en sort, tu vois. Grâce à quoi? Grâce à ça. Un prof, un amour, des belles choses, la littérature, la lecture. Coming out, de toute façon, moi, dans ma vie, ça n'existe pas. C'était un terme qui n'existait pas à notre époque. Hein. Quand le terme de coming out est apparu, les pauvres, j'ai fait mon coming out, mes parents, ça a été... On a trouvé ça ridicule. On dit pourquoi il faut faire un coming out? Moi, je suis partie avec une fille, j'avais 18 ans. Je suis tombée amoureuse d'une fille au lycée, pianiste, chanteuse, Marie-Christine donc. Et alors mes parents, curieusement, parce que c'est un lien quand même, apparemment, n'en avaient pas grand-chose à faire. Et comme on ne se parlait pas et qu'on n'avait pas de relation, donc c'était coupé. Donc j'avais pas besoin, moi, d'aller dire qui j'étais, ni ce que je faisais, ni... voilà. Finalement, ça... Je ne sais pas ce qu'ils pensaient, je ne sais pas. Voilà. J'ai jamais su. Ça a été, c'est pareil, c'était... viens chez moi, on vit ensemble.
sans que je me pose de questions. Je ne me suis pas posé de questions. Je ne me suis pas dit, ah bon, c'est une fille, c'est ça, rien du tout. Et alors on se mettait sur un canapé comme ça, et elle me prenait dans ses bras et on faisait des câlins. Et j'ai commencé à dire à ma mère, c'est loin le lycée, c'est vrai que c'était très loin, je suis fatiguée, j'ai une copine, je peux aller dormir chez elle. Et un jour ma mère m'a dit, bah, tu ferais mieux de peut-être d'y passer la semaine, quoi, et puis après tu rentres le dimanche. Ma mère était couturière, elle m'a fait un pyjama. Ce qui m'a fait beaucoup rire parce que déjà avec Marie-Christine, on était déjà dans le même lit. Donc si tu veux le pyjama, voilà, enfin bon. Donc elle m'a fait un beau pyjama, bleu clair, bien repassé d'ailleurs, tout près dans une petite mallette. Et plus ça allait, bah, plus je vivais chez Marie-Christine, voilà, en fait. Ma mère a fini par dire, bah, viens un dimanche avec Marie-Christine. Donc elle est venue, ils l'ont trouvée, elle était très virile en fait, Marie-Christine, elle avait une très grosse voix. T'es pas, comment on pourrait dire ça. Elle passait pas très bien, on va dire, hein, alors que c'était une grande artiste. Donc on vivait la nuit, beaucoup. Elle écrivait, donc moi aussi j'écrivais beaucoup. J'allais à la fac en même temps, c'était 36 travail. On s'envoyait des petits mots pendant le cours, on se faisait des sourires, on se rapprochait. Finalement, on a fini par s'asseoir l'une à côté de l'autre. Je veux dire, c'était visible. Eh ben, si t'es normal, t'as pas besoin d'aller dire je suis comme ça. Finalement. C'est ça qu'on oublie. Alors ce coming out, je ne sais pas, peut-être que des jeunes en ont besoin. Moi je crois qu'à 17 ans et demi, j'étais amoureuse. Hein, très amoureuse. Il y avait pas, j'ai pas eu moins de regard de la société là-dessus, pas du tout. Marie-Christine a eu plus de problèmes, et alors qu'elle le disait moins. Moi, tout le temps, ouais. En plus, je te dis, je prenais plein de congés de maladie et c'était plein. J'aimais ce que je faisais, par contre, le travail, j'ai adoré mon travail. Et on était couverts de dettes. Moi, je payais jamais les amendes. Donc, on avait, je sais pas combien d'argent à l'époque, c'était pas en euros. Le libraire, ne parlons pas, on avait une ardoise comme ça. Après, il nous a dit, ou vous nous payez, ou on vous fait un procès, enfin, plein de trucs comme ça. Donc là, ça a été un peu la galère, mais on avait une vie extraordinaire. Disons, une vie qui me correspondait. On avait envie de rester ensemble. Je téléphonais à l'école, je suis malade. Et j'allais pas à l'école. J'allais jusqu'à la place Pereire. Je me disais, j'y vais pas. Et hop, je tournais, je rentrais pour être avec Marie-Christine toute la journée. Voilà. Je n'ai jamais caché, moi, ce que je vivais. Jamais. À personne. J'ai toujours parlé de ma vie avec une fille. Est-ce que les gens parlaient derrière? Est-ce que... J'en sais rien, mais avec moi, ça se passait bien. J'ai pas eu de soucis. Ça a été plus tard que j'ai eu des soucis. Et... je sais pas. Ça s'est passé sans mots. Moi, j'avais pas de mots du tout. Je me suis jamais dit qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu es, rien. C'était je suis bien, je vis ma vie, voilà. D'ailleurs, moi, je croyais qu'on passerait toute notre vie ensemble. Je pensais ça à l'époque. Moi, j'ai continué sans me cacher, jamais. Voilà. J'étais libre. Hein. Donc, pas de coming out. Jamais. Jamais été obligée de... Jamais. Museau. Celle-là aussi, ça c'est la photo, c'est Museau qui l'a fait la photo. Sylvaine. Alors c'est Rosemarie. Ça c'est mes idées. Petite. Là je la connaissais pas. Là je la connaissais. Après c'est quand on se déguisait. Ouais, on a fait une fête qui s'appelait Bleu. On faisait des thèmes comme ça, chez les unes et chez les autres. Et là c'est moi. Et c'est que j'ai attrapé des poux pendant la guerre et que ma mère m'a tondue. Parce que sinon, avant j'étais comme ça. Là, j'ai 3 ans à peu près. Et là, c'est la photo suivante, à 6 mois d'intervalle à peu près. Ça, c'est moi à l'école. Ma maman elle me trouvait très laide. Voilà. Quand j'avais 17 ans, j'étais dans le métro. Et il y a une dame qui a donné un coup de coude à son mari et qui a dit « C'est une fille ou un garçon ?» en parlant de moi.
Moi, je n'avais pas de problème. Si tu veux, je me suis jamais sentie garçon du tout. Mais cette parole, je me suis dit, c'était l'habit, peut-être surtout. Oui, j'étais habillée comme un garçon. En fait, c'est vrai. Oui, des grandes chemises, des jeans comme maintenant, troués. Enfin, les cheveux très très courts. Je fumais la pipe. Je fumais beaucoup. Oui. Quand même, en 70. Sans doute. Mais moi, j'étais libre d'être comme. Oui, j'étais libre, franchement. Et alors là, quand même. Je sais que je suis rentrée et je me suis regardée dans un miroir. Je me sentais fille, de toute façon. Mais si tu veux, quand même, tu te dis, bah alors, qu'est-ce que l'image? Qu'est-ce que je renvoie aux autres? La punkette qui est arrivée. Déjà, ça se faisait pas tellement. Déjà, elle décorait ses chaussures, tout ça. Parce qu'en fait, cet album-là, il était fait pour toi. Parce que moi, j'en ai fait plein d'albums comme ça, avec des thèmes aussi. Il y a un album sur sur nos pieds, à toutes les trois. C'est pas les mêmes que les rubans blancs. Et celui-là était spécial pour Muso, en fait. Pour ça qu'il... Tiens, c'est les perruques. Celle-là aussi, c'est moi qui l'ai faite. C'était sous une sorte d'arbousier en Grèce où on habitait. Celle-là, c'est en Grèce. Ah oui, celle-là, oui. Celle-là, oui. Mais c'est moi qui ai fait cette photo en Grèce, dans notre petite maison. Depuis belle lurette. C'était pas un voyage. Après, on a fait des voyages. Mais là, nous, quand on est partis, c'est pas un voyage. Enfin, c'en était sur le plan, comment dire... C'était pas du tourisme, du tout. Philosophique. Voilà, c'était pas du tourisme. Ah non, pas du tout. C'était... Voyage avec un V majuscule, on va dire. Voilà. Deux ans auparavant, moi, dans tous mes périples en Grèce, j'étais arrivée sur une île. Il y avait plein de chats sur une terrasse, c'est-à-dire 15 chats au moins, ça. Et j'ai commencé à parler aux chats. Et là-dessus, une porte bleue s'est ouverte. Et un monsieur est sorti. « Vous aimez les chats, mademoiselle ?» J'ai dit « Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. » Alors vous pouvez rentrer cette maison, vous pouvez y entrer. C'était Costa. Alors il avait, de l'autre côté de l'île, une maison qui était, comment tu pourrais dire toi? Une sorte de bergerie. Une sorte de bergerie, oui. Une sorte de bergerie, mais de bergerie pour chats aussi. Parce qu'il n'y avait pas de moutons. Et puis je lui ai dit, Costa, je voudrais habiter un peu à Ralaka. Alors Ralaka, ça veut dire qui vaut rien, qui n'a pas de valeur. Parce que sa maison n'avait pas de valeur, effectivement. Avec rien, pas d'eau, pas d'électricité, rien, quoi. Il fallait descendre au rivage pour arriver à Ralaka et remonter à moitié pente de la montagne. C'était quand même hard un peu. C'était pas une route, fallait prendre le chemin du torrent, qui était à sec l'été. Enfin, c'était vraiment sauvage. Hein. Ce qui m'a beaucoup sonné au niveau de la vie, parce qu'il y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, ça coupait tellement, si tu veux, avec ma vie, la solitude, la réflexion, ce que je devenais, en fait, etc. Et puis on s'est rencontrés avec Froun l'année suivante, et ça a été évident, quand on est parti de l'Éducation nationale, on est allé d'abord l'été voir Costa, et on lui a dit, Costa, est-ce qu'on pourrait vivre à Ralaka? Et Costa a dit oui. Donc, nous sommes partis avec notre petite dauphine, bien chargée quand même, remplie d'ailleurs, à bord. Nous sommes passés par la Yougoslavie, donc il faisait très froid. Nous avons traversé la Yougoslavie au mois de novembre. Il neigeait. On est tombé en panne tout de suite. On avait un petit peu d'argent, on l'a dépensé tout de suite pour réparer la voiture. Finalement, on a fini par arriver à Yamarina d'abord, et puis en bas, et là on s'est enlisé dans le sable avant d'arriver chez Costa. Et on a eu du mal quand même à sortir. Alors on est arrivé dans une pièce de terre battue. Et la pièce, il l'avait un tout petit peu débarrassée, mais pas beaucoup. Elle était remplie de bestioles. Plein de puces. Il a aspergé tout ça, enfin bref. Et on est arrivé, on n'avait pas de meubles, on n'avait rien, il y avait juste une paillasse dans un coin. Alors on récupérait, par exemple, l'assiette qui est là, c'est une assiette qui nous a servi, qu'on a trouvée sur une plage. On a fait un meuble quand même. Oui, toi. On faisait banquette. Négociant. Ça pour voir le zoo.
tout notre petit pécule qu'on avait amassé avant pour y aller. Je crois qu'actuellement, si on mettait ça en euros, il nous restait peut-être 15 € quand on est arrivé. Mais. Enfin, mais. C'était pas dramatique. C'était pas. Quand on est arrivé à Ralaka, il y avait aussi 17 chats. Costa venait nourrir une fois par semaine. Il faisait la tambouille pour les chats, il achetait des paquets de macaroni, comme ça. Il achetait du poisson aux pêcheurs et il mettait du fromage par-dessus et de l'huile d'olive. Et on avait tellement faim qu'on avait faim presque du manger des chats. Hein, c'est vrai. Bon, on a inventé des recettes de cuisine quand même. Alors, donc on a quand même cherché à avoir un peu de sous. Et donc on a réussi à donner des cours de français. Il y avait quand même un lycée dans cette île. Quelquefois, ils nous payaient avec un fruit. Un bonbon. Un bonbon, quelquefois. Voilà, c'était... Non, on n'a pas tout à fait la même analyse. Museau, elle parle de la précarité. Souvent, Rosemary, elle dit oui, on a crevé de faim. Moi, je le vois pas comme ça. Oui, on crevait de faim. Non. On avait faim. Non, parce que quand même, des pêcheurs, on a quand même réussi à cuisiner. Pas d'argent, c'est pas... Je sais pas comment dire ça. Moi. Elle n'est pas matérialiste. Hein. Je l'ai pas vécu comme ça, Moi, je suis idéaliste, matérialiste. Moi, je ne vois que les rochers, la mer, dans le muletier qui venait avec son âne porter les bidons d'eau, qui chantait. Je sais pas, c'était pas à la vie, à la mort. C'était pas du tout ça. Parce que quand même l'hiver, on a eu très froid. Hein. Mais il s'est trouvé qu'il avait fait froid cette année-là. Enfin, il a neigé quand même. Il a neigé un peu. Il a gelé quand même. Surtout ce qu'il a... On n'avait pas de poils derrière du tout, donc on a essayé d'en faire un. Oui, on a essayé, mais ce que je disais, on a failli s'asphyxier quand même. C'est-à-dire Ce qui était dur, c'était par contre l'eau. Donc on se débrouillait pour aller chercher nous-mêmes dans les gros bidons de l'eau à Yamarina. On a mangé des trucs pas possibles aussi quand même, la murène. On n'a jamais été malade. On n'a jamais été malade. On a mangé des trucs qui étaient complètement avariés. Ah ouais. Complètement avariés. On n'a jamais été malade. En fait, on a eu faim, mais on a manqué de rien. Voilà. Ça te va comme ça? C'est plus juste. Voilà. Et même, au niveau de la beauté, c'était plus que manquer de rien. C'était... En fait, ça a été une sorte de retraite, de retraite du monde. Moi, j'avais été très, donc, je l'ai dit, militante et tout ça. Et là, on se retrouvait avec rien, en face du rien. Rien à faire. Juste à penser. En plus, en général, on n'était pas très habillés quand même. Oui, on était toujours... Ah oui, on ne vous a pas dit ça, on était pratiquement toujours... Bah oui, t'as besoin de rien. Le plus qu'on avait, c'est une petite culotte, et pas souvent, oui, même, pas souvent. Hein. On était un peu en hauteur. On avait donc toute la baie comme ça, la Méditerranée, le soleil, les oliviers, les chèvres d'un côté. Moi, j'ai vécu en Grèce, à partir d'un certain moment, de contemplation. Moi, j'ai passé des heures à rien, à regarder l'air, la mer, à écouter. Tous les jours étaient... comment dire? On faisait rien, en fait. On faisait rien. C'est difficile à dire, on n'a vécu rien. Sinon, si tu veux... Rien mais plein. Le rien, le temps. Le temps aussi. Voilà. La beauté, de l'autre côté. Ah, ça. La beauté, ça. Moi, j'ai toujours l'idée d'avoir fait un voyage au paradis, en fait. Je ne crois pas au paradis. Mais en même temps, l'image, voilà, ça signifie ça. Oui, bien sûr, sans le bon Dieu. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Avoir vécu ça... Il n'y a pas d'autres mots pour moi qui correspondent. On passait nos journées, on va dire, à la plage, c'est même pas une plage, au paradis, donc on passait une journée au paradis. Faut dire qu'il n'y avait personne. Hein. Tu pouvais marcher sur des rochers, sur des dunes de sable. Beau, hein. Tu pouvais te promener tout nu. La petite chapelle, toute blanche. Personne. T'étais seul au monde. Enfin, seul au monde à deux. Voilà. Je suis contente parce que j'ai transmis quelque chose. Et pas n'importe qui en plus. L'autre jour, on parlait toutes les deux. Et on disait, nous n'avons ni ascendants, ni descendants, ni collatéraux. On se nourrit des rencontres, de la lutte, voilà, c'est ça. Des arbres. Enfin, moi, je vis du monde. Nos fibres sont tissées
à l'humanité. Et on croit, nous deux, Faune et moi, on croit à la jeunesse. Vraiment, vraiment, sincèrement. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de 26 rue des Lesbiennes. Co-conçu et co-réalisé par Cléo, Jade Neuhaus, Manon Josien et Constance Regina. Une production de l'Avalanche. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux et à contribuer au financement participatif pour que ce projet puisse continuer d'exister. Toutes les informations sont en description. À très vite.